Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire du MOOC Naturalia. Vous assistez ici au premier webinaire du MOOC. Sachez qu'ils seront tous enregistrés et rediffusés après. Donc, vous les trouverez à la fois dans les différents newsletters et sur la plateforme Téléformation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil Zoom, c'est un outil de visioconférence qui vous permet de voir ce webinaire. Pour poser vos questions, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez un petit icône en bas, normalement, de votre Zoom où vous pouvez vous poser les questions et posez-les directement à toutes les personnes pour que tout le monde puisse voir vos questions. N'hésitez pas à interagir, on essaiera d'enregistrer toutes vos questions sur un document à part et on essaiera d'y répondre à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir là-dessus. Donc dans la première séquence de la formation, nous avons pris ou repris conscience des crises climatiques et d'effondrement de la biodiversité. Nous avons également fait un tour d'horizon de nos différentes manières de nous représenter la nature. Dans la deuxième séquence, nous avons ensuite essayé de comprendre le lien entre climat, nature et les activités humaines pour ensuite s'ouvrir aux aires protégées, avec différents témoignages de gestionnaires notamment. Et dans cette troisième séquence, on essaye de comprendre les différents freins qui nous empêchent d'agir, à la fois à l'échelle individuelle, à l'échelle de la société, mais aussi de comprendre comment se documenter. Donc, comment peut-on s'y retrouver dans toute la masse d'informations qu'on reçoit tous les jours. Donc, Kevin de Chéchy vous livre quelques éléments de réponse dans sa vidéo et vous a d'ailleurs proposé une activité pratique pour que vous tentiez de mettre en application ses conseils. Donc, merci Kevin pour ta présence aujourd'hui et je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, du coup, là, pour le moment qu'on veut passer ensemble, l'objectif premier, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble, que vous puissiez faire des retours d'expérience, qu'on puisse un peu voir les avantages, les limites de l'outil que je vous ai proposé, même plus largement, en fait, de la vidéo normalement que vous avez regardé, qui est sur le site du MOOC. Ce que je vous propose, c'est de procéder en deux temps. Un premier temps où j'aimerais revenir sur certaines notions que j'ai pu aborder dans la vidéo et apporter quelques éléments complémentaires, toujours dans cette optique de donner des pistes qu'on pourra à discuter dans un second temps. Après ces éléments, de vous donner quelques observations concernant les réponses que vous avez pu apporter justement au questionnaire, aux questions de guidage qui permettaient d'analyser le texte que je vous ai proposé. Et après, qu'on échange ensemble. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, surtout n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Du coup, je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors du coup, Aurélie, tu me dis si tu vois pas le diapo qui apparaît maintenant. Super. Ok, alors, attends, je vais juste essayer de le mettre en plein écran. Hop. Et normalement, c'est toujours bon. Ok. Donc du coup, la thématique principale quand même de la vidéo que je vous ai proposée sur le MOOC, ça tournait autour du concept de l'esprit critique. Alors aujourd'hui, c'est un concept qui est redevenu à la mode là, depuis 3-4 ans, et notamment suite au Covid, avec toutes ces questions de manipulation de l'information, ces questions de si on se fait vacciner ou pas vacciner, c'est qu'on n'a pas d'esprit critique ou qu'on en a. C'est aussi un concept qui est revenu sur le devant de la scène en politique, plus particulièrement dans le champ de l'éducation. Donc avec Jean-Michel Blanquer, qui en a reparlé comme un des objectifs contemporains de l'éducation nationale. Et c'est un terme en fait qu'on retrouve aussi de plus en plus dans les textes officiels, qui fait office d'injonction pour les enseignants
que ce soit en primaire ou en secondaire. Pourtant, en fait, quand on discute avec les différents acteurs politiques, on se rend compte que ce terme, il a un ventre mou. Il a une définition qui est assez ambiguë et en général, en fonction des gens, on l'entend de manière différente. Du coup, moi, pour commencer, je voulais vous poser la question, d'après vous, qu'est-ce que c'est l'esprit critique? Comment est-ce que vous le définiriez suite à la vidéo que vous avez pu voir? Et c'est quoi les liens avec toutes les questions qu'il peut y avoir avec le changement climatique? Et pour ça, je vous propose de passer par WooClap, pardon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, donc en fait, il faut utiliser le lien que je vais vous mettre dans le chat et ça va vous envoyer vers une page où vous allez pouvoir répondre à une première question et après, j'en ferai apparaître une seconde et en fait, qui va permettre de faire apparaître les réponses, vous, à vos questions. Alors, d'ailleurs, je vais essayer de le reprojeter. Hop, hop, hop. Alors, j'espère qu'il va fonctionner parce que le serveur de l'Université de Montpellier a eu quelques petits problèmes. Alors, on voit des premières réponses pour vous. Qu'est-ce que l'esprit critique? Donc, alors peut-être dans les réponses, essayez de faire des réponses courtes et en un seul message pour pas que le logiciel vous éclate les réponses. Alors après, je pense que je peux le faire passer en liste. Ouais. La capacité à croiser des informations pour ne pas gober tout ce qu'on nous dit, capacité à se faire sa propre opinion. Vérifier la qualité des sources, s'interroger, être attentif à qui donne l'info, questionner, posture pour questionner car rien ne va de soi, se poser des questions. Ça va prendre un peu de perspective pour examiner différents aspects, remettre en question ce qu'on nous dit pour se faire sa propre opinion, trouver une information, la vérifier, remettre en question ses propres préjugés. Donc beaucoup de choses autour de trouver des informations et en vérifier la véracité. Et un autre pool de réponses qui tournerait autour du concept de l'idée de questionner, se questionner soi-même et questionner des informations. Ok. Alors, je vais essayer de faire apparaître la seconde. Pouvoir trier le bon grain de livret. Ok. Tenter de faire abstraction de ces affects. Affect, si la personne qui a écrit ça, si je me trompe, qu'elle me corrige, mais j'entends affect là comme l'idée de mettre de côté ses émotions pour laisser place à la raison. C'est bien ça. Alors, je vous propose du coup une deuxième question. En quoi l'esprit critique est une aide pour aborder les questions en lien avec le changement climatique? On ne sait pas qui croire, parce qu'on raconte tout et n'importe quoi à ce sujet, pouvoir argumenter de manière sûre et informée, parce que le sujet est complexe, aboutir à des actions concrètes et efficaces.
ne pas être conduit par ses émotions. Alors, j'aurais des choses spécifiquement à dire là-dessus un petit peu plus tard. Faire la part entre le doute absolu et le doute relatif. Ah, ça, j'aime bien. Cela peut permettre une avancée dans des positions, les caméras me gênent pour lire, qui peuvent être figées au départ, permet de remettre en question ce que l'on voit et entend et agir de manière efficace. Les informations peuvent être données par des gens ayant un intérêt à manipuler, un peu. Éviter le binaire et pouvoir regarder le plus loin possible. Ouais, ça aussi, j'aime bien, c'est un truc que je reviendrai là-dessus. Pour démêler l'énorme quantité d'informations à ce sujet. Ok. Donc, toujours cette idée de trier les infos. C'est pas si compliqué en soi, bien qu'il faut agir pour réduire son impact carbone si l'esprit critique, c'est se trouver des excuses. Ah, ça a coupé après. J'arrive pas à lire la suite. Aborder une pensée complexe, indispensable. Faire bouger des lignes en étayant une argumentation et réfléchir en commun sur des solutions. Ok. Ok, super. Donc, merci pour vos réponses. Je suis presque déçu parce qu'en général, prendre en compte l'incertitude. Je suis presque déçu parce qu'en général, quand je pose la question, j'ai des réponses qui sont vraiment en décalage avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique. Et donc, ça me donne pas mal d'éléments sur lesquels rebondir. Donc là, c'est un peu décevant, vous êtes bon élève. Ça m'arrange pas. Bon, en tout cas, voilà. Hop, je vais remettre celle-ci. En tout cas, voilà, là, ce que je vais vous proposer, c'est une espèce de synthèse pour un peu baliser ce qu'on entend par esprit critique en basant sur les travaux qui sont issus de la littérature en sciences de l'éducation qui existe depuis les années 70. Alors, en fait, le premier constat, c'est que l'esprit critique, c'est pas une chose en soi. C'est pas comme un atome, c'est pas une molécule, c'est pas un phénomène physique. C'est une construction humaine. Cette construction humaine, par cette construction des chercheurs, elle renvoie à un ensemble de briques, un ensemble d'éléments. Et donc, tout l'enjeu, en fait, en sciences de l'éducation, c'est d'essayer d'identifier ces différentes briques pour venir faire travailler les individus, les apprenants, les élèves, les étudiants, les citoyens, pour développer l'ensemble de ces briques de l'esprit critique. Et parmi ces briques de l'esprit critique, il y a ce qu'on peut appeler le fait de mobiliser certaines attitudes. Donc, ce qu'on peut appeler aussi des dispositions. Donc, par exemple, le fait de se sentir concerné par le fait d'être rigoureux, le fait d'avoir une curiosité ou une honnêteté intellectuelle, le fait d'avoir une proportion à changer d'avis. Donc, c'est des choses qui sont assez interconnectées avec ce qu'on peut appeler des vertus ou des vices. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, assez difficile à faire évoluer parce que ça englobe aussi quelque part des émotions et des valeurs qui sont propres à l'individu. Une deuxième brique importante et qui a été la focale, la ligne conductrice pour moi pour la vidéo que je vous ai proposée, sont les compétences argumentatives. Donc, ce qu'on peut englober autour de deux grands pools de compétences, le fait d'être capable d'évaluer des informations, et plus particulièrement ici des arguments. Donc, ça va être par exemple quand on va lire un texte, donc ça va être quand on est récepteur, mais aussi d'être capable de produire des arguments. Et donc ici, produire des arguments qui conduit aussi à se forger, se construire son point de vue dit argumenté. Une autre brique qui est assez, qu'on peut retrouver aussi euh, qui vient imprégner aussi les compétences argumentatives et les attitudes, c'est le fait d'avoir une posture réflexive. Donc pour le résumer, en fait, et ça vous l'avez très bien dit, c'est toute cette idée autour de se poser des questions, se questionner, questionner ses préjugés, questionner ses croyances, ses propres points de vue, pour être capable d'analyser et d'évaluer sa propre pensée. Donc ça va être capable, par exemple, de se dire, mais pourquoi est-ce que je pense ça et qu'est-ce qui fait que j'adhère à cette information, cette croyance, ce positionnement.
Une autre brique qui va être, et ça aussi, ça faisait partie des réponses que vous avez proposées, d'identifier les incertitudes. Alors, à savoir que pour certains auteurs, et c'est le cas par exemple de John Dewey, l'ingrédient de base, la condition sine qua non pour qu'il y ait esprit critique, c'est qu'il faut qu'il y ait incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude, si tout est certain, alors il n'y a aucun intérêt à déployer son esprit critique. Il n'y a aucun intérêt à se questionner si c'est certain. Donc, du coup, l'élément de base, ça va être d'être capable d'identifier des incertitudes, d'identifier des limites, d'identifier des risques. Et donc, par exemple, ce qu'on entend le plus dans les médias, dans le milieu de la médiation, c'est un travail qui va être tourné vers les biais cognitifs. Donc, par exemple, le fait qu'on va avoir tendance à sélectionner les informations qui vont plutôt dans notre sens, ou encore les arguments fallacieux, le fait qu'on va avoir tendance à surgénéraliser à partir d'un cas particulier. Et enfin, une dernière brique de l'esprit critique qui est un peu le pendant, un peu le face d'une pièce où le pile, ça serait identifier les incertitudes. Ben, le face, ça serait mobiliser des critères, des stratégies, des outils qui vont permettre d'amoindrir ces incertitudes. Donc, par exemple, si je sais qu'une information, un article présente un ensemble de limites et que j'arrive à circonscrire et identifier et circonscrire ces limites, ben, être capable de se dire, OK, pour outrepasser les limites de cet article, comment est-ce que je peux procéder? Ben, par exemple, et c'est quelque chose qui est revenu là aussi dans les réponses que vous avez données, en comparant des sources. Est-ce que ça va pour jusqu'ici? Alors, très brièvement, juste pour un peu vous montrer à quel point c'est foisonnant, en fait, l'esprit critique. Derrière juste ce terme-là, il y a vraiment un ensemble assez complexe d'éléments. C'est que quand on parle de compétences argumentatives, on peut en trouver plein. Quand nous, après, on vient s'amuser, en quelque sorte, à élaborer, concevoir des dispositifs de médiation ou des dispositifs éducatifs, on vient sélectionner une, deux ou voire trois compétences ou éléments de base de l'esprit critique qu'on veut développer chez les individus qui sont ciblés. Et donc là, en fait, par exemple, sur les compétences argumentatives, on se rend compte qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est la même chose aussi pour les attitudes. Je vous en ai cité que quelques-unes, mais voilà, on peut aussi en trouver d'autres, comme par exemple le fait d'être ouvert aux alternatives et aux points de vue différents, qui est quelque chose qui est pas mal revenu dans les réponses que vous aviez données au questionnaire. Le souci par la véracité, la précision, avoir conscience des limites de son jugement, etc., etc. Par contre, et c'est aussi peut-être l'élément que je trouve encore plus important que d'être capable de savoir ce que c'est que l'esprit critique, c'est qu'est-ce que ça n'est pas, parce qu'on peut individuellement avoir l'impression qu'on ne fait pas preuve d'esprit critique, ou ça peut très vite venir un espèce d'argument un peu fallacieux ou une espèce d'injure qu'on porte à autrui lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, de lui dire bah, ce que tu dis c'est faux parce que tu ne fais pas preuve d'esprit critique. Donc l'esprit critique déjà, et c'est assez contre-intuitif, ce n'est pas le fait de trouver la bonne réponse. Tout simplement parce qu'on peut très bien donner la bonne réponse à un problème en rapportant quelque chose qu'on a lu ailleurs ou en répétant la parole de quelqu'un, le maître, l'enseignant ou un expert sans avoir réfléchi, pris de la distance par rapport à ce qui est dit, avoir analysé le contenu argumentatif de ce qui nous est rapporté. Donc l'esprit critique, ça va plutôt être le chemin qui nous conduit au point de vue qu'on va avoir au final. Ça veut dire que le point de vue, il peut être faux, mais le cheminement, lui, dans ce cheminement, dans ce chemin, on peut avoir déployé son esprit critique. Du coup, l'esprit critique, c'est pas non plus le fait de croire systématiquement un individu qui est identifié comme étant un expert. Pour la même raison, l'esprit critique, ça va pas être de mémoriser juste des paroles, des propos qu'on nous rapporte et y adhérer d'office. Alors attention, il y a plein de cas où c'est complètement pertinent. Ça veut donc dire aussi que toutes les situations ne nécessitent pas de faire preuve d'esprit critique. D'autant plus parce que l'esprit critique, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est coûteux cognitivement. Donc, il y a plein d'autres situations où, il y a plein de situations où on n'a plutôt pas intérêt à faire preuve d'esprit critique et c'est plus économe pour nous de croire systématiquement les experts. Donc, le propos aussi, c'est de trouver les situations où c'est pertinent de déployer ce cheminement qui fait intervenir l'esprit critique.
C'est pas non plus de se débarrasser de tous ces biais cognitifs et de tous les arguments fallacieux. Ça en fait partie, comme je l'ai dit auparavant, avec toutes les questions sur les incertitudes. Mais il y a autre chose. Je le pointe du doigt parce que on retrouve beaucoup de dispositifs qui se revendiquent comme éduqués à l'esprit critique et qui font juste travailler sur identifier les biais cognitifs et point barre. Une fois qu'on a fait ça, tout ce qu'on peut dire, c'est vrai et c'est pas à questionner. L'esprit critique, voilà, je vous ai montré auparavant, ça englobe bien d'autres choses et notamment le fait d'être capable de produire des arguments. Donc, c'est pas juste identifier des biais cognitifs. Je rebondis aussi, j'en profite pour faire le lien avec une intervention, une réponse qu'il y a eu sur le WooClap. C'est pas avoir un doute absolu qui nous figerait quelque part et qui ferait qu'on serait plus capable de savoir quoi croire, de savoir quoi faire. C'est avoir un doute, certes systématique, mais plus aiguisé et qui vient porter sur des éléments précis, toujours dans cette idée que l'esprit critique, c'est pas toujours pertinent de le déployer à tout moment et surtout. Et enfin, ça n'englobe pas que le domaine scientifique. Ça aussi, c'est un espèce de mythe assez fréquent qu'on peut retrouver autour de l'esprit critique. Il y a plein d'autres situations, il y a plein d'autres domaines, que ça soit économique, que ça soit politique, que ça soit au niveau de questions qui ont des enjeux de société, que ça soit même sur des questions qui impliquent des valeurs. On peut déployer son esprit critique, on peut questionner, on peut avoir une analyse argumentative, on peut identifier des incertitudes sur d'autres domaines qui ne sont pas scientifiques. Est-ce que ça va également pour jusqu'ici? Ok, super. Alors, j'avais prévu des petites diapos sur les croyances épistémiques. On pourra peut-être revenir là-dessus un peu plus tard si vous voulez, mais il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport à ce que je vous ai présenté dans la vidéo. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est, OK, d'un côté, du coup, nous, on a cette question-là, on a cet élément, cet outil qui est l'esprit critique et qui implique un ensemble de briques, un ensemble d'éléments. Et de l'autre côté, nous, on a notre thématique avec une diversité de questions qui sont en lien avec le changement climatique. Et moi, la paire de lunettes que je vous ai proposé d'adopter pour essayer de structurer un peu de quoi est fait cette thématique-là, c'est de l'aborder avec le prisme de ce qu'on appelle les questions socio-scientifiques. Et alors, du coup, ces questions socio-scientifiques, pour rappel, elles impliquent des thématiques qui sont dites complexes. Ça aussi, c'est un élément qu'on a retrouvé dans les réponses que vous avez données auparavant. Ce sont des questions qui sont dites riches en incertitudes et qui sont dites ouvertes. Donc complexes parce que les questions de changement climatique, par exemple, elles impliquent bien évidemment des données, des études scientifiques, mais aussi elles impliquent des enjeux et des prises de décision politiques. Elles impliquent également des prises de décision et des impacts économiques. Ça relève aussi d'enjeux de société, d'enjeux sanitaires, et in fine aussi, ça fait intervenir un ensemble de valeurs. Donc, par exemple, pour faire référence à une réponse qui a été donnée dans les questions d'analyse de texte, in fine, ce qui joue dans l'article que je vous ai proposé, c'est faut-il privilégier le développement économique ou l'environnement? Et là, en fait, on est en plein dans des valeurs, au-delà de la question du scientifique et du politique. Elles sont aussi riches en incertitudes parce que, au-delà du fait que quand on va lire des articles de presse qui vont traiter de cette question, on peut relever un ensemble de limites, on peut relever un ensemble d'incertitudes. Actuellement, et c'est dans le champ scientifique, au niveau des avancées de là où on en est, il y a des incertitudes qui sont présentes. Ce qui est tout à fait normal, c'est vraiment constitutif du développement des connaissances, mais il n'empêche que voilà, sur la question du changement climatique, on a des connaissances scientifiques qui sont assez bien stabilisées, qui font consensus, et on en a d'autres où on a des zones d'ombre où il n'y a pas nécessairement d'accord. Enfin, et c'est un peu la propriété émergente du fait que ce soit des thématiques complexes et riches en incertitudes, c'est qu'elles sont ouvertes. Dit autrement, elles n'admettent pas une seule bonne réponse. Donc, ça veut dire qu'on sort vraiment de ce cadre binaire, pour reprendre un terme qui a été utilisé dans les réponses que vous avez données. On sort de ce cadre binaire où c'est soit vrai, soit faux, où il y a un cheminement unique pour atterrir à la bonne réponse. Là, on est dans une thématique où on a un ensemble de réponses qui peut être considéré comme acceptable. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les réponses sont bonnes. Le propos, c'est d'ailleurs aussi d'être capable d'analyser, d'avoir une prise de recul par rapport à l'ensemble
des propositions, des opinions, des faits, etc., qui renvoient à cette thématique du changement climatique, et d'être capable de filtrer pour identifier les réponses qui peuvent être considérées comme acceptables. Donc, le gros avantage aussi, c'est que puisqu'on a un ensemble de domaines, on a un ensemble d'acteurs, et c'est quelque part, en fait, ce type de question, une opportunité pour collaborer avec autrui, pour co-construire et pour co-identifier ces réponses acceptables. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Alors, du coup, très brièvement, je voulais, moi, partager avec vous des éléments que j'ai pu lire, des choses sur lesquelles je voulais revenir à l'oral. Comment est-ce que je coupe ça? Ah oui. Au regard des réponses que vous avez pu apporter aux questions de guidage pour l'analyse de l'article. Donc déjà, globalement, j'étais super impressionné parce que les réponses sont vraiment très riches, très complexes. Il y a vraiment une analyse très fine de la plupart des personnes qui sont prêtées à l'exercice. Donc, j'étais vraiment impressionné et vraiment très content. J'ai toutefois relevé quelques points d'attention, donc de manière générale. Donc, juste voilà, qui pour moi viennent confirmer aussi l'intérêt de poser ces questions. Donc, juste peut-être auparavant, pour vous resituer, moi, je tenais à vous proposer ces questions-là dans le MOOC, à vous les reproposer en outil de guidage, parce que ce sont des questions qui proviennent de la littérature scientifique, d'un article un peu théorique qui date de 2021. Et le problème, en fait, c'est que souvent, dans la recherche en sciences de l'éducation, on est bien content, on écrit des articles scientifiques avec les fesses vissées sur notre siège, mais il y a une différence entre ce qui se fait en laboratoire et l'intérêt et l'impact qu'on peut en avoir en tant que citoyen. Et donc, du coup, l'objectif, moi, c'était d'une part de vous proposer un outil et d'autre part de pouvoir le tester et le modifier si je veux le réutiliser dans d'autres situations, voire vous aussi vous proposer d'autres questions plus fines au regard de vous, comment vous avez vécu l'exercice et des retours que vous pouvez faire. Moi, ce que j'ai observé, c'est que il y a un gros piège, c'est qu'on a tendance à confondre, à assimiler ce qu'est une thèse de ce qu'est un fait. Donc, par exemple, quand la première question, c'était d'identifier les thèses, alors il y a énormément de gens qui ont donné des thèses qui tournaient autour de cette idée de, d'un côté, il y a une thèse qui est pour l'utilisation des pesticides sur les cultures de betteraves sucrières, et il y a la thèse un peu opposée qui est l'opposé, donc le fait de justement stopper ou interdire l'utilisation de ces pesticides. Et je vois la main d'Aurélie. Oui, pour les personnes qui n'ont pas fait l'activité, est-ce que tu pourrais juste te faire un rapide résumé de l'article peut-être? Je crois que je peux même... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Hop. Je voulais pas te perturber dans Non, non, ta j'ai présentation. juste... Je peux même le reprojeter. Hop. Alors, il est où? Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Je peux essayer de le trouver pendant que tu parles. Non, non, ça y est, je l'ai. T'inquiète pas, il est en train de s'ouvrir. Je sais pas si c'est avec la chaleur, mais alors, il est un peu... Hop, ça y est, c'est bon. Alors, hop, partage d'écran, texte. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice, donc la proposition, c'était de partir d'un texte qui s'appelle «La Grande-Bretagne autorise des pesticides mortels pour les abeilles». Un texte que j'ai un peu retravaillé pour l'écourter et où, en fait, on a un texte qui exprime des informations, des arguments qui vont être pour l'utilisation du pesticide pour traiter la jaunisse de la betterave et d'autres arguments qui vont au contraire être contre
et qui vont plutôt prôner l'interdiction de ce pesticide qui a un impact sur la santé des abeilles. Et donc, du coup, pour analyser ce texte, j'avais repris l'ensemble des questions que j'avais proposées dans le MOOC. Et donc, du coup, un premier point d'attention que je voulais partager avec vous, c'est de ne pas confondre ce qu'on pourrait appeler une thèse et les faits, les justifications qui vont venir porter cette thèse. Alors, du coup, c'est pas anodin. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que toute cette histoire de les raisons, les thèses, ce sont en fait des éléments, des points de repère pour justement faciliter l'analyse du texte. Donc, à savoir que les raisons, du coup, c'est ce qui va venir faire référence, par exemple, à des études scientifiques, à des données chiffrées ou encore à des observations. Donc ici, les thèses, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le texte, on pouvait en compter au moins deux qu'on pouvait exprimer avec plus ou moins de précision, mais ça tournait autour de cette idée de faut-il ou non autoriser les pesticides pour lutter contre la jaunisse de la betterave. Un autre point d'attention, c'est que il y a certaines personnes qui ont considéré qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de thèse dans ce texte et que la journaliste, elle faisait que exprimer des faits. Donc, quelque part, il y avait une objectivité de la part du journaliste et qu'il n'y avait pas de parti pris. Alors ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de porter votre attention sur quelque chose qu'on appelle l'argumentation indirecte et qui, moi, me laisse à croire qu'au contraire, la journaliste a un parti pris. Et l'argumentation indirecte, ça va se retrouver, par exemple, dans le choix des mots. Donc, par exemple, ici, dans le titre, le fait de parler de pesticides mortels pour les abeilles, alors qu'en fait, plus tard dans le texte, on nous parle de, oui, un impact sur la santé des abeilles, mais qui n'est pas nécessairement mortel. Ici, le fait qu'on nous dit que le gouvernement accepte de sacrifier. Donc, tout ce champ lexical, en fait, qui vient donner une coloration au texte, qui vient avoir une certaine influence et qui, en fait, dévoile le positionnement de la journaliste. Donc, du coup, ici, c'est aussi un point d'attention à avoir dans les informations qui vont être proposées par la journaliste pour traiter cette thématique. Hop, alors juste quelques secondes. Alors, un autre élément aussi qui m'a interpellé, c'était concernant, et après, je vous propose qu'on échange ensemble, mais c'était sur cette question de en quoi est-ce que les raisons qui sont apportées sont bien en lien avec la thèse. Alors ça, en fait, c'est pas évident. L'intérêt de cette question, elle est variable en fonction du texte, mais c'est parce que vous pouvez avoir des arguments, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les réponses. La plupart, en fait, des arguments, des raisons qui sont avancées dans le texte, c'est pas en lien direct, c'est pas quelque chose qui vient directement porter le fait que il faut interdire ou il faut autoriser les pesticides. Il va y avoir en fait une étape intermédiaire sur le fait que, par exemple, faut-il autoriser ou pas les pesticides. Les observations, les faits qu'on a, c'est que il y a une certaine molécule dans ce pesticide qui a un impact sur la santé des abeilles. En fait, la mise en lien, ce qui est sous-tendu sur pourquoi est-ce qu'on souhaite que les pesticides soient interdits pour préserver les abeilles, c'est parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est, on en revient encore à nos valeurs, c'est le fait qu'on souhaite favoriser la préservation des aires protégées, la préservation de la faune et de la flore. Et donc, du coup, ici, c'est encore une fois un élément qui peut sembler anodin, mais c'est une aide pour venir structurer les différentes informations, les différents éléments, arguments qu'on peut retrouver dans un texte et l'articulation, les enchaînements qu'on peut avoir entre ces différents éléments. Alors, je regarde juste très rapidement si j'avais autre chose d'important que je voulais vous partager avec vous sur les réponses que vous avez pu apporter. Je reviendrai peut-être dessus si j'en retrouve d'autres. Voilà, du coup, alors je ne sais pas Aurélie si du coup il y a eu des questions dans le chat. Je ne sais pas comment tu souhaites qu'on en procède.
Dans le chat, tout le monde a été très calme et je pense qu'ils étaient très attentifs à ce que tu disais. On avait par contre noté quelques questions qui étaient sur le forum. Alors, est-ce que Claire, tu veux prendre la parole pour ces questions, justement? Alors, je regarde dans le document. Merci, Claire. C'était plus des commentaires. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé les sources de l'article Oui, ça, je crois que dans la dernière version là, dans le qu'on a mis, on forum. n'avait pas Ouais. Alors, ça peut-être la pour... référence à sauter. Ouais, c'était un article de Slate. Ah, je vois la main de Philippe qui se lève. Est-ce que... Oui. Mais attends, c'est pas le lien que tu avais mis dans... Si, c'est celui-là. Je ne vois pas les mains levées. Ah oui, effectivement, Philippe. Si, il y a Philippe qui... Oui, Bonjour Philippe. bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, Ah, je vous très entends très bien. bien. Oh, parfait. Oui, c'est un point que j'ai développé sur le forum, mais il y a une petite phrase qui est importante dans l'article, mais qui n'est pas expliquée. C'est une culture non fleurie. Et ça, c'est quand même très important parce que la betterave sucrière est une plante qui ne fleurit que la deuxième année. Donc, la mortalité des abeilles est principalement liée à la consommation du pollen par les fleurs, mais il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas dans les betteraves sucrières de consommation de pollen puisqu'il n'y a pas de fleurs. Simplement, bon, ça n'empêche qu'il peut très bien y avoir des résidus par exemple, quand on change de culture, par la rotation, on peut très bien avoir des semences de betteraves qui vont rester, qui vont germer plus tard et qui vont se développer dans un cycle et donc produire des betteraves qui font des fleurs la deuxième année. Voilà. Mais je crois que c'est ce petit point dans ce, enfin, si on n'est pas, je suis pas du tout un spécialiste de l'agronomie, mais c'est une quand cette question de l'autorisation dérogatoire a été donnée pour les agriculteurs français, pour exactement les mêmes raisons que pour les Britanniques. J'en ai discuté avec des amis agriculteurs qui m'ont fait part de cette information qui n'a jamais été revendiquée comme telle par le gouvernement. Voilà. Donc, culture non fleurie veut dire pas de risque en masse de contamination des abeilles par le fait que l'on traite ces betteraves. Et du coup, c'est par vos amis que vous le savez ou du coup, vous avez fait des recherches complémentaires suite à la lecture de l'article ou vous saviez auparavant Non, non, je ne le savais pas, je savais pas auparavant. Et bon, bah, on discute, bon, ce sont même deux cousins qui sont agriculteurs en Picardie et qui m'ont confirmé donc par deux voies différentes, j'ai confirmation de ça. Alors maintenant c'est pas la culture de la betterave n'est pas mon domaine d'action, donc je n'ai pas été chercher plus loin à vérifier leur dire. Mais je retrouve le fait qu'il y a quand même cette petite phrase entre virgules, ouais. une culture non fleurie, est quand même un élément essentiel de connaissance et ça vient quand même de la profession agricole. C'est dans un paragraphe de la profession agricole. Mais pour ceux qui sont pas alertés sur le cycle de la betterave sucrière, je ne sais pas s'ils font la liaison. Ouais, oui, oui. Moi, juste pour expliciter un point sur ce texte, je le trouvais super intéressant parce que il est pas bon. Je le trouve pas bon. Donc, du coup, je le trouvais super intéressant. En fait, c'est typiquement, moi, ça, j'aurais bien voulu vous le donner en fait en texte à débattre. Et sauf qu'en fait, la plateforme que j'utilise, qui permet de partir d'un texte, on a des problèmes pour l'hébergement, donc j'ai pas pu le proposer. Et typiquement, ça, c'est un texte que je trouverais super intéressant pour faire des tables rondes citoyennes, pour justement interroger ces thématiques-là.
parce qu'il manque plein d'informations, donc ça pousse en fait à les identifier, à se questionner dessus, à aller faire des recherches complémentaires. Il y a quand même des arguments qui sont pour, qui sont contre, même s'ils ne sont pas toujours bien menés ou suffisamment précisés. Mais je suis d'accord avec vous que moi, c'est aussi une des questions que je m'étais mise, quoi. Vous voyez, moi, j'avais mis plein de commentaires là, sur des choses où je trouvais qu'il manquait. Mais en tout cas, merci pour cet élément de précision et j'avais vu votre commentaire sur la plateforme. On a eu d'autres questions, mais c'était plus en rapport avec le contenu de l'article plutôt que de l'exercice sur l'esprit critique. Par exemple, il y a une personne qui dit la dérogation de l'interdiction de ce pesticide qui a été obtenue par les producteurs de betteraves me met vraiment en colère quand on sait qu'une bonne partie de cette production va alimenter la fabrication de biogaz et de bioéthanol et pas seulement du sucre alimentaire. Où est le bio dans tout ça? Ouais. Donc, Il y avait pas mal de choses aussi que je trouvais super intéressant. OK, on nous dit que la Grande-Bretagne a changé de position. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quelles raisons. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui disait, OK, la Grande-Bretagne a changé de position, mais c'est pas parce qu'ils font, c'est pas parce que ils font pas comme les voisins ou qu'ils font comme les voisins qu'ils ont raison. Donc en fait, cette simple information en fait est largement insuffisante pour en tirer des conclusions. Ce qu'il nous aurait fallu, c'est quoi les arguments qui ont poussé la Grande-Bretagne à changer de positionnement sur cette question-là. On a une autre personne qui dit les agriculteurs semblent dire que l'usage peut être proportionné en prenant des précautions spécifiques. Les écologistes disent l'inverse. Dans tous les cas, le résultat semble être la résignation. Alors, il y a trois questions qui se posent derrière. C'est y avait-il d'autres alternatives, des variétés résistantes, des substances moins toxiques? J'aurais aimé une ouverture sur ce sujet et des sources. Ouais, il y a une personne aussi, et je trouvais ça, j'y avais pas pensé, qui a dit mais pourquoi au final, comme alternative, alors moi j'y connais rien. J'ai pris ce texte aussi parce que je n'y connais rien, qui disait mais au final pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas juste une autre espèce de betterave qui est peut-être naturellement résistante à la jaunisse et du coup ça réglerait peut-être qui serait moins susceptible d'eux et ça réglerait en partie en totalité le problème. Mais Philippe, je vois ta main de. Je sais pas si c'est parce que tu l'avais laissé. Ouais. Oui, non, je l'ai remise. Simplement, pour l'argument alors ça n'a pas été mis dans le paragraphe concernant la décision du gouvernement britannique, mais ça a été mis dans le paragraphe de la profession. On peut arriver jusqu'à 80% de perte de rendement du fait de la jaunisse. Voilà, donc. Ouais, c'est celui-ci là ici. Voilà, maintenant, pour ce qui est des. Alors, je ne sais pas s'il y a des betteraves qui sont résistantes. Je sais que quand par exemple, il y a sur des céréales, ce qui a été fait, c'est par sélection génétique des semences, d'arriver à faire. Alors, c'est un peu l'inverse, mais on arrive à faire des blés, par exemple, qui sont résistants aux herbicides. Ils ne sont pas affectés par les herbicides qu'on met pour tuer, les adventices qui gênent la production. C'est un peu. Mais je ne peux pas répondre à la question est-ce qu'il y aurait des betteraves qui seraient moins affectées par la jaunisse? Je ne peux pas dire. Je trouve que c'est quand même un article très intéressant parce que ça montre. J'ai découvert en suivant ce book, en particulier cette semaine, le concept de question socialement vivant. Socialement vivant, oui. Ben là, on est tout à fait dans le domaine avec une position agricole indépendamment de leur rendement, mais du rendement qu'ils peuvent avoir pour leur propre culture, qui est satisfaire la sécurité alimentaire, considérant que le sucre en fait partie ou pas, et puis la position écologique. Hein, c'est ça. C'est un vrai débat qui est ouvert qui est complètement ouvert en ce moment sur l'agriculture industrielle qui défend
le volume de production qu'ils sont capables de faire et l'écologie qui défend la biodiversité. Ouais, vous en avez plein d'autres. Enfin, alors peut-être moins polarisés, parce que là, dans cet article, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est vraiment ça. D'un côté, il y a les histoires de rendement, et de l'autre, il y a les histoires de préservation de la biodiversité. Et vous avez des thématiques aussi, par exemple, de tourisme en Antarctique, de voitures électriques, etc., etc. Et à chaque fois, en fait, on retombe dans ces questions socialement vives. Ça, c'est plutôt Benoît Urgeli. Moi, je parle plutôt de questions socio-scientifiques. Mais en fait, il y a des grosses recoupes, hein. C'est la même chose, on peut considérer. Et en fait, oui, quand on ouvre le journal, actuellement, tous les jours dans le journal, il y a au moins un article qui est dédié à une question socio-scientifique. C'est vraiment c'est omniprésent. La question de la Covid, c'était aussi question socio-scientifique. Mais du coup, moi, la question que je voulais vous poser à tous et à toutes, c'est du coup, en fait, OK, voilà, il y avait cet article. Moi, personnellement, je le trouvais intéressant, notamment parce qu'il manquait plein de choses et que ça donnait envie de se poser plein de questions. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi le document de guidage des questions que je vous ai proposées ont eu une utilité, vous ont aidé, vous ont freiné, ou été limitantes, ou été chiantes pour accompagner l'analyse de ce texte. Est-ce que concrètement, que ces questions, elles étaient là ou pas, vous seriez arrivé au même résultat, au même positionnement, au même point de vue sur cette thématique ou sur le texte? Ou est-ce que vous considérez que il y a eu un apport? Et si apport, d'après vous, lesquels? Philippe? Oui, pour moi, l'apport, c'était finalement de rechercher plusieurs thèses. Une thèse principale qui est la thèse écologique, je dirais une thèse secondaire qui est celle du gouvernement, une autre thèse secondaire qui est celle de la profession agricole et ensuite de regarder, je suis tout à fait d'accord sur le parti pris de là ou du journaliste. En plus, l'enchaînement des paragraphes conduit à présenter une argumentation. Voilà, donc oui, moi ça m'a, les questions m'ont aidé à faire ça. Maintenant, je sais que intuitivement, enfin pas intuitivement, mais quand je regarde des documentaires à la télévision, je trouve toujours agréable quand les documentaires, je ne vais pas faire de référence pour des pubs, enfin, mettons par exemple Arte, les documentaires d'Arte exposent généralement les positions des uns et des autres, et sans forcément tirer une conclusion définitive. Ce n'est pas le cas de toutes les chaînes. Donc, Ouais. la construction, donc ça, j'aime bien quand c'est présenté comme ça, et j'apprécie, et c'est vrai que les questions posées dans le questionnaire m'ont permis d'y faire plus attention. On a Et là, la en plus, personne qui parle dans le chat aussi. Vas-y, Kevin, je te laisse rebondir. mais là, en plus, Philippe, vous pointez vraiment un ingrédient qui, pour moi, est hyper important pour co-construire des prises de décision, des points de vue argumentés qui amènent à déployer son esprit critique. C'est le désaccord, c'est la diversité des points de vue qui viennent apporter des arguments contradictoires. Et parce qu'en fait, quand on a un texte, on n'a que des arguments pour, que des arguments contre. On a une espèce de phénomène de tâche aveugle où toutes les limites qu'il peut y avoir dans les arguments qui nous sont présentés, on les voit moins. La diversité des points de vue et le frottement entre argument contre argument, c'est un effet vraiment révélateur, même si c'est pas explicité dans le texte, hein, même si ça ne va pas porter directement sur les limites des arguments et des contre-arguments. Le fait en tout cas d'avoir ces deux points de vue, ça sert vraiment de révélateur, ça vient mettre en évidence et d'autant plus nous amener à identifier les limites des arguments qui sont proposés et ce qu'il manque. Et, pardon Aurélie, je t'ai coupé.
C'est moi qui t'ai coupé, excuse. Il y a des personnes qui parlent dans le chat. Est-ce que Raphaël, vous avez posé vous avez pas mal, vous avez posé quelques questions. Est-ce que vous voulez les dire à l'oral ou est-ce que je les dis pour vous? C'était plus une observation que des questions, hein. Voilà, pour moi, que ce soit la betterave ou pas, les pesticides posent les mêmes questions, je pense. Après, ça peut être des débats d'experts. Est-ce que la fleur, la semence, ou je sais pas, voilà. Moi, je suis une citoyenne lambda, je ne suis pas dans l'agriculture, donc je n'ai pas de connaissances particulières. Donc, si je lis un article, pour me faire une idée dans un premier temps, effectivement, ça me paraît, de mon point de vue, plus aisé de me mettre sous le nez 3 textes différents, enfin 3 ou 4 textes différents, que je puisse me faire, alors peut-être qu'il y a une tâche aveugle, hein, peu importe, mais voilà, j'ai du mal avec un seul texte, même si il y a plusieurs thèses à l'intérieur du texte. Bon, après, effectivement, quand on dit l'esprit critique, il faut connaître ses biais, etc. C'est sûr que j'ai du mal à être objective parce que je me sens concernée dans ma chair. Par rapport à des pesticides comme le chlordécone, bien sûr, il y a des rendements, il faut nourrir, etc., même si c'est largement subventionné par les fonds européens et qui profitent qu'à certains. Mais voilà, ça c'est encore, on est sur des valeurs, on est sur aussi des choses personnelles, donc c'est difficile le sujet des pesticides. La betterave comme autres pesticides, hein, pour moi, je mets tout ça dans le même paquet. Peut-être qu'il me faudra du temps pour du recul et voir les choses plus apaisées. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, enfin, les questions de valeur et d'émotion dans ces thématiques, je dirais que c'est co-substantiel. Enfin, on a tendance dans le traitement médiatique, politique, à vraiment, enfin, on veut pas admettre qu'il y a des valeurs dans ce type de questions, parce qu'on a tendance à considérer que voilà, d'un côté, il va y avoir les émotions et de l'autre la raison. En réalité, on le sait aujourd'hui en psychologie cognitive que c'est pas disjoint. C'est vraiment, il y a une interrelation étroite entre les deux. Il n'y a pas de raison sans émotion, il n'y a pas d'émotion sans raison. Et c'est d'autant plus le cas pour les prises de décision. En neuropsychologie, on a plein de documentation sur des gens qui vont avoir justement une disconnexion entre prise de décision et émotion. Et en fait, ils sont dans l'incapacité de prendre des décisions uniquement sur la base d'un raisonnement logique. Donc, quelque part, je dirais que c'est tant mieux s'il y a des valeurs dans ce type de questions, parce que de toute façon, ça fait aussi partie de notre vie quotidienne. Ça a un impact directement sur notre vie, ça a des gens de société, etc. Donc, sur cette thématique, vous considériez comme pas objective, bah, tant mieux. Enfin, je dirais, c'est le cas de tout le monde, en fait. Donc, c'est pas grave. Je pense que le propos, c'est de dire, OK, en quoi, par contre, est-ce que ça peut impacter l'analyse et en quoi est-ce que ça peut m'amener à me tromper? Notamment, je pourrais me dire, moi, je sais que, voilà, quand je lis des thématiques où je sais que j'y adhère fortement, je sais que j'ai tendance à considérer que les arguments qui vont à l'encontre, à les amoindrir, à trop être exigeant avec eux, alors que je ne vais pas l'être autant pour les arguments qui vont dans mon sens. Donc pour moi, en fait, faire preuve d'esprit critique, dans ce cas-là, ça serait de me dire, OK, mais en fait, en quoi est-ce que le fait que pour moi, c'est important cette thématique, ça me touche, en quoi est-ce que ça peut m'amener à me tromper ou c'est quoi les risques encourus? Et du coup, d'essayer de me poser ces questions-là, d'identifier et de me dire, OK, du coup, je vais être vigilant quand je vais lire des arguments, par exemple, dans mon cas, qui vont à l'encontre de ce que je pense. J'essaye de regarder un petit peu les questions et les remarques qu'il y a dans le chat. Il y en a pas mal qui sont en lien avec le sujet de la betterave. On n'a pas forcément, nous, les réponses ici parce qu'on n'est pas des spécialistes de la betterave ou de l'agriculture ou des néonicotinoïdes. J'ai vu une remarque par rapport à ta question tout à l'heure, Kevin. Tu demandais par rapport à l'outil de guidage. Il y a une personne qui disait que moi, j'avoue que toutes ces questions m'ont freiné, pardon, c'était beaucoup trop lourd. Et je n'ai pas d'autres contextes. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a une personne qui dit « Je suis dubitative concernant Arte ».
C'est vrai qu'il y a certains documentaires qui ne sont pas très fiables, je dirais. Après, il y en a d'autres, c'est plutôt... J'ai du mal à naviguer dans tout ça. Après, est-ce que la personne qui a dit que les questions étaient un peu lourdes, j'aimerais bien, si ça vous dérange pas, de prendre la parole, du coup, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup est-ce que c'était toutes les questions, il y en avait trop, est-ce que c'était trop long, trop compliqué, trop coûteux par rapport à l'intérêt, l'apport que ça pouvait avoir. Alors, Laure, est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend Ok. très bien. J'avoue que au départ, je m'étais dit que j'allais faire l'activité, etc. Donc, j'avais déjà vu que ça allait prendre une demi-heure, 1 heure. Donc, j'avoue que là, d'un seul coup, je me suis dit, ah, attends, c'est un peu long. Oui, déjà, ouais, J'ai c'est un peu lu, long. ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'ai lu l'article et après, je suis allée voir les questions. Et c'est le fait, ouais, en fait, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ok, première et tout. Puis après, j'ai commencé à scroller. Et donc, ouais, le fait qu'il y en ait beaucoup. Donc, après, c'est là où j'ai compris qu'on reprenait chaque point un par un. Donc, ouais, je trouvais qu'il y avait des choses qui pouvaient se recouper un peu. Ouais. Donc, il y avait des choses où je savais pas trop si ça rentrait plutôt dans cette case-là plutôt qu'une autre. Euh, donc, voilà. Et puis, j'avoue que, enfin, après, j'étais un peu d'accord aussi avec le fait d'avoir comme on a dit, 3 documents pour se faire un peu une idée. Parce qu'à partir d'un seul, c'est vrai que même si on a dit, bah ouais, les arguments, il y en a pas assez, il y en a un peu des 2, mais voilà, qui se valent pas. Et donc c'est vrai qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à essayer de répondre aux questions. Après, je me dis, donc voilà, comme on dit, l'article est pas très bien fait, très bien, voilà. Donc je me dis, ça a peut-être pas aidé. Mais ouais, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans l'activité et voilà quoi. Mm, mm. Ok. Ben, je vous avoue que ben, merci pour vos retours. Mais Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. En fait, ça rejoint. J'avais testé en fait ce type de questions avec des scolaires. Donc avec des questions, elles étaient vachement plus simples, hein. Mais même là, en fait, enfin, à la fin, il y en a un ou deux, ils avaient envie de se défenestrer. Parce que c'est vrai que c'est vite long. Mais voilà, enfin, moi, en toute honnêteté, ce qui m'intéressait, c'est que, ben voilà, en fait, 2021, sur les questions d'esprit critique, sur quelles questions on pose pour accompagner l'analyse argumentative, en fait, on en a un peu là, quoi. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on a des articles qui sont très bien faits d'un point de vue théorique, hein. Moi, cet article, je le trouve incroyable, mais il y a toujours un décalage, en fait, entre ce qui va être produit dans le monde de la recherche et l'application qu'on peut en avoir. Donc, mais du coup, ouais, moi, c'est une grosse invitation à réduire le nombre de questions, quoi, et à les simplifier. Et après, c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que ce serait pas plus intéressant pour vous de tester un dispositif qui accompagne la comparaison entre 3 textes? Ouais. J'avais peur que ça soit un peu trop long, parce que je trouvais que répondre à 8 questions, c'était peut-être moins chronophage que de lire 3 textes. Donc, je sais pas, peut-être que ça aurait été plus fun de faire les 3 textes, je sais pas, mais du coup, ça me donne envie de le tester, du coup. Après, je vais laisser il y a Bidibi qui a levé la Ah main oui. et j'ai vu que son commentaire était dans la discussion, était le même que moi, donc je pense qu'il Ok, y aura peut-être des choses à rajouter. ok, merci. Ah, on vous entend pas, Bibi, vous avez votre micro d'éteint. Yes, pardon. Ah, super. Oui, bonjour à tous et toutes. Oui, j'allais un peu dans le même sens, c'est-à-dire que la méthode est quand même lourde. Je la trouve quand même éminemment scolaire. Donc forcément, il faut rentrer un peu dans des cases, quoi. Bon, moi, j'ai envie de dire, alors moi, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas 3 documents, parce que dans la vraie vie, c'est assez rare qu'on se balade avec 3 documents. On va être interpellé sur une situation donnée avec un document qui va être, avec un parti pris ou pas. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est
Bon, c'est un travail individuel, ça. On a regardé un texte et on a cogité le texte, mais ce travail individuel, quand bien même il serait bien fait, quand bien même on a instinctivement pris la méthodologie des 8 questions, parce que c'est une mécanique intellectuelle là, qui est proposée. Donc, Tout à fait. au bout de 50 analyses de texte, il est probable qu'on arrive à le faire de manière un peu plus naturelle et sans trop se poser de questions. Mais ce n'est pas ça qui, je pense, qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir débattre, quoi, en fait, avec d'autres personnes sur un texte. Ou un texte ou une situation, enfin, peu importe. Et du coup, là, ça pose une question de... parce qu'on parle beaucoup de débats collectifs, c'est du reste le mantra, c'est le mantra de notre société, mais en pratique, d'expérience, je vais être un peu dur parce que c'est peut-être pas aussi vrai que ça, mais d'expérience, très souvent, le débat, ben, c'est une addition de positions parce que le débat, on ne lui a pas donné un sens. Donc, il y a des expressions, et puis ensuite, après, ben, elles sont utilisées ou pas. Et du coup, moi, ce que j'aurais envie de dire avec cette méthode, pour faire le lien avec votre question, cette méthode, elle a le mérite d'exister et ça permet d'avoir les idées claires sur où est-ce qu'il faut un peu aller. C'est la mise en pratique collectivement dans un cadre qui est déterminé, c'est-à-dire on va débattre pour faire quoi? On va débattre pour donner un avis pour des gestionnaires de parcs, par exemple. On va débattre pour se faire une idée. Et ça nécessite probablement un petit peu au sein de notre société, enfin, en tout cas ceux qui organisent cette question des débats. Je pense aux instances citoyennes, je pense à des débats qui sont soit en lien avec des présentations de politique ou autres, où globalement le débat n'est pas organisé pour en se faire sortir quelque chose. C'est plus une addition de positions. Et là, votre méthode, elle permettrait effectivement d'avoir un débat plus en forme d'intelligence collective, un peu si on veut essayer de faire des liens avec un peu les nouveaux mantras, quoi, de la société. Donc voilà un peu, moi je le vis plutôt comme une méthode un peu lourde, mais qui peut servir dans quelque chose de beaucoup plus souple et moins scolaire, qui est le débat collectif. Mais c'est rigolo ce que vous dites parce que dans les formations que je donne, je repars aussi de cet article et de ces questions. Et j'ai pas mal de demandes de formation pour justement former les médiateurs au débat collectif ou pour les collectivités, comment organiser des débats. Et de manière beaucoup plus épurée, c'est ce que je propose aussi, des documents de guidage où en fait on vient donner un chemin guidé, document de guidage, les interactions et les questionnements que les individus vont se poser en groupe autour d'une thématique. Et c'est exactement ce que vous venez de dire en fait. Et moi, j'ajouterais aussi que moi, dans les débats que j'ai pu organiser et rebelote dans les formations que je donne, j'essaie toujours de faire un moment où soit on discute de manière un peu imposée, péremptoire, de le but du débat, ça sera ça, et les règles qui en découlent à suivre, c'est ça, soit dans l'idéal de les faire co-construire de OK, pourquoi est-ce que vous êtes venu? C'est quoi pour vous l'objectif? Vous savez qu'il va y avoir un débat citoyen. Quel est l'objectif? OK, on peut en lister 3, 4, 5 différents, d'accord. Nous, on va privilégier ces trois-là et de la même manière, c'est quoi les règles qui en découlent? Et par exemple, si c'est aider les collectivités à trouver une des meilleures décisions pour la collectivité, pour les citoyens sur le territoire, ça va être de prendre en compte les aspects sanitaires, économiques, les valeurs, mais ça va être aussi de faire l'effort de justifier, d'argumenter ce qu'on dit, par exemple. Et donc, du coup, moi, dans les observations que j'en ai, dans les retours, c'est que le simple fait, en fait, d'avoir eu ce temps préparatoire avant de se lancer dans le débat, dans les interactions, de déjà avoir s'être mis d'accord sur le cadre et les règles à suivre pour optimiser l'atteignabilité de ces objectifs, ça favorise en fait des échanges qui sortent de cette espèce de millefeuille où en fait on n'a pas de lien entre les interactions, entre les interventions des individus, on a une addition et ça permet de, je sais pas comment le dire, mais ça permet de rajouter de la crème pâtissière dans le millefeuille pour lier les couches. J'aime beaucoup cette image.
J'ai pas pris mon goûter, j'ai faim. On a quelques autres remarques dans le chat par rapport à l'outil. On a par exemple Corinne qui nous dit « Pour ma part, ce questionnaire m'a permis d'aller rechercher des informations sur le virus de la jaunisse de la betterave qui apparaît très tôt avec la chaleur, donc risque de s'accentuer, et également la controverse à l'utilisation des néonicotinoïdes sur cette culture. » On a une personne qui nous dit « L'article est trop mauvais pour appliquer aisément une méthode. » Eric nous dit « Les gens n'écoutent pas pour entendre, mais pour répondre. C'est la limite du débat. » On a Bailly qui nous indique pas vraiment d'apport à faire, juste une réflexion intellectuelle. Il me semble qu'il faut plutôt agir que se titiller l'esprit. A-t-on encore le temps de se poser des questions? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a quand même urgence à supprimer tout ce qui peut détruire le vivant. Tout ce qui est là et maintenant ne m'aide pas à agir en faveur du climat. Eh ben, je dirais oui et non, parce que c'est une question que on avait pas mal cogité là-dessus, encore une fois, avec Jennifer Carré, je crois que tu connais Aurélie, qui sur les questions d'engagement éco-citoyen. Et en fait, on s'était intéressé à toute la littérature en psychologie sur la théorie de l'engagement et de la motivation. Et en fait, il y a ce temps préparatoire de être au clair avec sa pensée, être au clair sur les arguments qui font qu'on adhère à quelque chose. C'est un des éléments qui favorise en fait l'engagement entendu comme ici aussi avec une forte dimension passage à l'acte. Mais passage à l'acte, en fait, aussi dans toute la diversité que ça peut avoir. Parce que c'est aussi, moi, c'est une des questions que je me pose et on se l'a posé avec Jennifer, c'est en fait, on peut considérer qu'une personne qui, quand elle quitte son appartement, elle laisse sa lumière allumée et elle coupe pas le robinet quand elle se lave les dents, mais elle peut se considérer comme engagée pour la lutte contre le changement climatique parce qu'elle se met à fermer le robinet, à éteindre la lumière lorsqu'elle quitte son appartement. Donc là aussi, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans une société, il n'y a pas une seule manière d'être éco-citoyen. Il y en a une grande pluralité. Il y a plein de représentations différentes et les gens ne partent pas du même endroit. Donc il y a des distances en fait entre le bon élève éco-citoyen et la réalité qui est variable en fonction des habitudes de base des individus. Mais en tout cas, sur les questions de les leviers pour favoriser des passages à l'acte, au préalable, il y a la question de l'engagement. Et pour qu'il y ait un engagement, en tout cas, ça semble être favorisé lorsque justement il y a eu un peu ce moment de titillage intellectuel pour être à minima au clair sur sa pensée, quoi. Et ça, c'est juste individuellement, mais au niveau collectif, voilà, il y a des prises de décision au niveau des collectivités, il y a de plus en plus de débats citoyens. J'avais été à celui qui avait sur les questions de la nourriture, la question de alimentation locale et ceinture maraîchère qu'il y a eu il y a 2 ans à Montpellier. Et là, il y avait une centaine de citoyens. Et c'est des échanges qui ont, j'espère, et je ne sais pas dans quelle mesure, mais guidé les collectivités pour traiter ces questions. Donc, je pense qu'individuellement, c'est peut-être un peu pénible de toujours, oui, se titiller et qu'on a envie que les gens individuellement passent plus souvent à l'acte et qu'ils soient plus engagés. Mais le constat, en tout cas, que moi je fais, c'est qu'il y a besoin d'être au moins au clair sur ses pensées et de manière plus collective, voilà, dans l'exercice démocratique, il y a le débat, il y a les échanges et donc, voilà, je suis d'accord que c'est très limité et insuffisant, la question de se titiller l'esprit, mais ça me semble être une étape importante. On a pas mal de questions encore, il est déjà 18h15, on va peut-être en prendre une ou deux dernières. Il y a Laure, par exemple, qui reprend la parole en demandant est-ce qu'il y aurait eu un intérêt à faire ce travail en groupe? Oui. Par exemple, remplir chaque case à plusieurs et donc d'en discuter. Oui, et je pense que ça. Enfin, moi, j'étais vraiment déçu en 2 mots pour pas trop perdre de temps. Initialement, je bossais sur un projet de recherche qui s'appelle AREN, où on a développé une plateforme numérique qui est dédiée au débat, où en fait, à gauche, vous avez le texte, à droite, enfin, vous soulignez le texte, et à droite, vous mettez votre commentaire, et vous pouvez rebondir sur le commentaire des autres.
Et c'est une plateforme qui a été pensée pour favoriser des échanges constructifs. Et sauf qu'en fait, on a eu un problème d'hébergement à l'université de Montpellier et j'ai pas pu vous le proposer. Et j'étais vraiment très dégoûté parce que je pense que ça aurait été vraiment moins pénible et encore plus intéressant de faire ce travail collectivement en débat. Mais en Il plus, je serait suis d'accord. disponible quand cet outil? Bah, écoute, bonne question, parce que là, il y a clôture des budgets universitaires, donc je pense qu'il faudra attendre les nuits du budget de septembre pour voir si on a débloqué des fonds pour un serveur. D'accord. Mais voilà, c'est le problème avec l'université, c'est que tout prend beaucoup, beaucoup de temps, quoi, malheureusement. Donc, Ça marche. Alors, je vois Eric qui a mis une blague. Je ne la lirai pas. Si Eric veut prendre la parole pour raconter sa blague, il pourra. Il y a d'autres... je ne peux pas tout lire, il est déjà 18h17. Est-ce que Eric veut prendre la parole pour dire sa blague? Bonjour Aurélie. Oui, enfin, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Si, c'est une blague importante. Les Anglais disent qu'au petit déjeuner, la poule donne une contribution. Elle donne un œuf et le porc, il donne un engagement, commitment en anglais. C'est le bacon parce que ça lui coûte. Il va mourir en donnant son. Alors, je dis pas que tous les gens doivent mourir pour s'engager, mais je veux simplement dire que éteindre la lumière en sortant, c'est se lever sa culpabilité, mais ce n'est pas vraiment un engagement. C'est comme mettre un drapeau jaune et bleu. C'est bien, ça lève sa culpabilité, mais ça ne va pas jusqu'à l'engagement. C'est par rapport à soi-même, ce n'est pas par rapport à faire avancer les choses. À mon avis, mais c'est ouvert à la discussion. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis désolé de l'avoir prise. Au revoir. non, mais pourquoi pas s'excuser de prendre la parole? Non, mais enfin, je pense qu'il y a deux éléments là-dessus. C'est en fait si on essaie d'évaluer le niveau nécessaire d'engagement par rapport à des critères, on peut dire scientifiques. Oui, très clairement, je pense qu'on peut avoir ce type de jugement. C'est tout à fait, je vois pas de problème avec ça. Mais voilà, en tout cas, enfin, moi, mon approche, et c'est peut-être des formations pro, c'est que j'ai une approche psycho. Et donc, du coup, moi, j'ai plutôt tendance à me poser la question référentielle de l'individu en tant que tel. Donc, c'est hyper limité. Hein. Enfin, ça a ses limites, que vous venez de le pointer, hein, sur le fait qu'on peut très bien, voilà, encore une fois, avoir des individus où par rapport à leur niveau d'information sur la thématique, ce qui sont leurs habitudes, pour eux, éteindre de l'eau quand ils brossent les dents, c'est suffisant. Et il y en a d'autres où s'ils achètent un bien de consommation où il y a un bien de consommation alimentaire où il y a du plastique, c'est pas tolérable. Mais parce qu'ils le font déjà depuis des années, parce qu'ils ont été élevés comme ça, etc. Donc, il y a des poulets, il y a des porcs. Et donc, il y a Claire qui nous dit l'exercice va me permettre de participer à un débat public sur un étalement urbain dans mon village et à me préparer d'une certaine façon à examiner les différents documents, points de vue, etc., pour débattre efficacement en pleine possession du sujet. Alors, c'est super. Ouais, super. Et mais même, une version, moi, en pense bête, ce que j'avais, c'est au lieu de penser en termes de questions, de penser en termes de mots-clés. Parce que le cheminement, c'est vraiment thèse, raison, alternative, limite, et parfois aussi contre-argument en fonction des textes. Donc, juste par mots-clés, en fait, de balayer le texte en les cherchant, c'est vraiment des points d'attention, et s'ils n'y sont pas, de faire des recherches complémentaires. Parce que c'est vrai que la formulation en question aussi est peut-être un peu lourde. Elles sont longues. Eh bien, pour ma part, je n'ai pas encore fait l'exercice, je le ferai. Je le ferai. J'ai lu les questions, je le ferai. Il y a Billy je vois, qui relève la main. Oui, c'était juste pour très rapidement. Est-ce que le support peut nous être envoyé, le support que tu as présenté? Oui, bien sûr. C'est intéressant. Okay. Sur alors le texte qu'il y a ici ou le diapo? Non. Enfin, le support que tu as présenté sur les diapos. Les diapos, voilà. Les diapos. Oui, je pourrais les mettre en ressources. Ouais. Oui, complètement.
volontiers. Eh Merci. bien, pour ma part, avec ma formation scientifique, on nous a souvent appris à dire que la science était important et avant tout, et de croire en la science coûte que coûte. Et j'avoue que j'ai eu pas mal de difficultés quand je voyais plusieurs scientifiques qui n'avaient pas le même avis et je ne savais pas comment trancher. Donc, ces questions d'esprit critique et ces exercices, je pense, vont m'aider aussi. Je pense qu'il est temps de clôturer ce webinaire, à moins que tu aies un dernier mot à dire, Kevin. Juste peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, bon, là c'était sur des questions socio-scientifiques, donc comme je l'ai dit, il y a une diversité de domaines, mais ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Et je trouve que je trouve que malheureusement, on a encore trop de gens qui s'intéressent aux connaissances, aux études scientifiques, un peu comme s'ils allaient lire la Bible ou aller à la messe. Et voilà, je pense que ce type de questions socio-scientifiques, changement climatique, et également, enfin, de par la pluralité des domaines, de par le fait que les connaissances scientifiques, c'est pas juste vrai ou faux, c'est des degrés d'approximation par rapport au réel. C'est toujours un work in progress. C'est un processus de construction qui se fait par étayage. Il y a beaucoup plus il y a systématiquement toujours dans toute discipline des désaccords, et tant mieux parce que c'est ça qui sert de moteur à aller plus loin et à corriger, rectifier, affiner les connaissances. Et le cas de la Covid où on avait sur les plateaux télé des scientifiques qui, sur la même thématique, n'étaient pas d'accord, que ça a déstabilisé énormément de journalistes et que ça a surpris beaucoup de citoyens. Je trouve que c'était un élément assez révélateur des représentations qu'on peut avoir sur les connaissances scientifiques et sur comment on construit ces connaissances. Voilà. Et sinon, voilà, je vous remercie tous pour ces échanges. Et voilà, n'hésitez pas à poster et à échanger sur le forum de la plateforme Tela Botanica. J'ai vu qu'il y avait pas mal de posts et peut-être moins d'échanges. Donc, je ne sais pas, Aurélie, on pourra peut-être en discuter. Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions transversales à poser ou des thématiques pour plus favoriser des échanges par, je ne sais pas comment on appelait ça, par post, plutôt qu'un enchaînement de petits posts d'un commentaire? Là, chacun peut répondre au forum, au message de l'autre. Donc, pourquoi pas. Oui, parce que là, je vois le plus long il y a deux. Enfin, donc, il y a l'intervention de base, il y a deux réponses. D'accord. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie d'échanger entre vous avec moi. Moi, je rentre de vacances, donc voilà, je serai là. Donc, ils sont disponibles sur les forums pour répondre à leurs questions. Oui. Ok, super. Eh bien, merci à tous pour ces échanges riches. J'espère que cette heure passée, 1h20 à peu près, vous aura donné envie de vous poser des questions, de débattre, de remettre en question peut-être vos représentations. Merci à tous pour votre attention et merci encore à Kevin pour ton intervention. Et merci aussi à Claire qui était là pour aider sur l'appui technique. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 14 juin à 17h pour échanger avec les gestionnaires d'aires protégées. Donc, comme aujourd'hui, pas besoin d'inscription, il suffira de vous connecter sur le lien du webinaire que vous trouverez soit dans les newsletters, soit dans l'onglet webinaire de la plateforme Téléformation. Eh bien, voilà. Donc là, c'est enregistré. Ce sera diffusé, pareil, sur la newsletter et sur la plateforme de formation. Eh bien, très bonne soirée à vous et à bientôt.